poursuit notre analyse de la situation de marché avec Franklin Pichard à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour, ravi de vous retrouver en ce début d'année 2021. Meilleurs vœux à vous et aux équipes de Kipling Finance. Commentaire de marché quand même, de l'ambiance de marché 2021, la capacité de résilience, de résistance du marché. Oui, on ne va pas dire que la démocratie américaine a failli tomber hier, certainement pas, mais quand même de voir des marchés qui terminent en hausse à Wall Street, après des images aussi dingues. Oui, ce sont des termes Qu'est-ce que ça nous dit ? Ce sont des termes que vous avez utilisés. On parle de résilience et d'indifférence des marchés. Résilience parce que malgré tout, derrière, on a des fondamentaux et des publications cette semaine qui ont été plutôt très favorables à l'économie américaine. Et puis une sorte d'indifférence parce que les investisseurs et les investisseurs américains ont parié sur un apaisement rapide de cette situation, ce qui s'est révélé être le cas quelques heures après. Donc immédiatement, les investisseurs préfèrent se tourner vers l'avenir et vers les conséquences positives de cette élection, ce qui n'a pas toujours été le cas. Hein. Si on reprend et si on retrace il y a quelques semaines... C'est bien de le rappeler. Les investisseurs redoutaient un congrès 100% démocrate. C'était le pire des scénarios. Hein. C'était le Biden et la vague bleue, c'était le scénario le moins positif pour les marchés. C'était le scénario le pire et le moins positif parce que dans les bagages et les promesses de Joe Biden, il y avait annulé les réformes fiscales, c'est-à-dire les baisses d'impôts aux entreprises qui avaient été décidées par Trump. Et puis, c'était aussi ce démantèlement à peine voilé de certains secteurs. Et celui qui était particulièrement visé, c'était celui des valeurs technologiques. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard si ces deux chambres vont être démocrates pour 4 ans au moins. On va avoir un environnement qui va rester très tendu et très compliqué de savoir comment va réagir Joe Biden dans l'immédiat face à ces promesses. Et ce que les investisseurs américains anticipent, c'est que il est peut-être courageux de ne rien faire avec précipitation et que peut-être ces réformes fiscales et le démantèlement des valeurs technologiques, eh bien, il faudra peut-être le reporter en 2022 et laisser 2021 les choses se stabiliser, la poussière retomber et il y aura peut-être d'autres priorités à court terme. Et les investisseurs prennent ce biais-là aujourd'hui. Et ce qui était le pire des scénarios il y a 2 semaines, 3 semaines, est en train de s'effacer au profit des vertus de ce congrès uni et réuni qui permettra à Joe Biden de mettre en place des plans de relance plutôt massifs. Et c'est ce que les investisseurs voient aujourd'hui. Bon, on verra effectivement les premières décisions, première peut-être décision budgétaire bipartisane au Congrès avec l'administration Biden qui entrera en place à partir du 20 janvier. Je rappelle que Donald Trump a promis ces dernières heures une transition ordonnée le 20 janvier prochain, sans toutefois reconnaître sa défaite. Il ne reconnaîtra jamais sa défaite, nous a-t-il dit, mais la transition sera ordonnée, ce qui conforte les marchés dans le calme et l'apaisement aujourd'hui. Vous avez créé l'acronyme pour 2021 chez Kipling Finance, Franklin, DGRP. Alors ça fait très direction générale d'une administration française, mais c'est un acronyme qui nous donne 4 thèmes d'investissement pour 2021, dividendes, gouvernance, recovery et figital. Exactement. Alors, effectivement, tout comme les années précédentes et les années qui succéderont, on a toujours des écueils qu'on ne prévoit pas à l'avance, mais il faut bien quand même attaquer l'année avec des convictions. On va peut-être commencer par le terme le plus abscon qui est le figital. Ouais. Il a été... ça n'est pas de nous, hein. Il a été rappelé par quelqu'un qui est quand même quelqu'un d'écouté, qu'on apprécie, qui est le PDG de la Fnac Darty, c'est Enrique Martinez, qui a fait le bilan de la situation de Fnac Darty et du secteur. Et finalement, on se rend compte que quand on traverse des crises comme celle-ci, ces groupes très mobiles qui ont su et qui avaient déjà anticipé, hein, puisque Fnac Darty, c'est pas d'hier, mais c'est à la fois
la vente physique, donc on garde le réseau traditionnel, et puis la vente digitale. Et aujourd'hui, s'appuyer sur ces deux pivots pour construire et sa politique commerciale, marketing, son développement sur les produits, ça c'est quelque chose qu'on va observer. On va regarder ceux qui le font le mieux. Fnac Darty s'en sort pas mal. Si on se souvient, le 1er mars au plus bas, le titre était tombé à 16 €, il en vaut 54 aujourd'hui. Donc il a plus que triplé. Donc on voit que ce discours, parce qu'il ne l'a pas tenu hier seulement, c'est un discours qui est relayé depuis de nombreux mois, on voit que ça plaît aux investisseurs et qu'en plus, la performance était au rendez-vous. L'enjeu, c'est ça, c'est vraiment d'optimiser ce couple entre le réseau physique, qui est toujours utile. On pensait il y a quelques années que le physique allait complètement disparaître. Non, il y a besoin de cet appui physique et en même temps, comment est-ce qu'on le couple avec la distribution digitale? Comment on optimise ce couple-là aujourd'hui? Ça, c'est le nerf de la guerre, vous dites, pour le commerce. Oui, c'est une évolution. Regardez, en 2000, il y avait la bulle Internet. Tout ce qui n'était pas Internet, c'était bon acheter aux orties. Et finalement, on a raison gardée, on a une crise et on se dit non. Les deux sont bien. On n'achète pas forcément une voiture qu'en visionnant un petit film. On a envie de s'asseoir derrière, etc., etc. Donc, ce sont des méthodes qui vont être intéressantes. Ça, c'est pour le dernier. L'autre, les recoveries. Les recoveries, ça nous intéresse. Ce sont des opportunités. C'est lié à des changements de gouvernance, c'est lié à des accidents momentanément sur des titres, et puis ce sont des situations spéciales. On aime bien Danone. Danone, on pense, et beaucoup disent qu'ils ont eu un parcours compliqué depuis ça a 24 perdu mois. 20-30% en 2020, c'est ça. Donc, Danone, là, il va falloir qu'ils se réinventent un peu, qu'ils bougent les lignes, qu'ils bougent le COMEX. On l'a évoqué il y a quelques La gouvernance semaines change. Ça peut être le cas d'un Niel qui s'invite chez Unibail-Rodamco. On peut là aussi voir... Il peut se passer quelque chose chez Danone. Après autant de déceptions sur le plan de l'actionnariat, notamment, ça peut provoquer quelque chose. Il peut se passer quelque chose chez Unibail. Après, chez Danone. Chez Unibail, c'est déjà en cours. C'est déjà en cours. Il peut se passer des choses. Donc, on a des situations comme ça qui nous plaisent. Le réveil du pétrole, on revient peut-être sur des valeurs en retournement. CGG, Ruby, qui a été un des fleurons qu'on a tous beaucoup aimé et qui a beaucoup déçu depuis de nombreux mois. On peut revenir dessus. Et puis, un titre dont on a beaucoup et dont on parle énormément en ce moment, c'est Moderna. Mais Moderna a retracé 50% de sa hausse. Donc, revenir sur Moderna actuellement, après le retracement auquel on a assisté, c'est une fenêtre d'entrée qui nous plaît bien. Et puis ceux qui osent, quand vous regardez graphiquement, vous avez un titre qui est Carrefour, qui commence à se réveiller aussi. Et là aussi, un titre qui a traversé du désert pendant de nombreuses années. Là aussi, les investisseurs commencent à regarder. Puis ils ont un patron qui n'est pas un inconnu et qui n'est pas le pire qu'on puisse avoir dans les sociétés. Donc Bompard a parfaitement repris ce groupe et ça peut être l'occasion de se dire on a une recovery et on peut y aller. Et allez-y, Franklin. Bien sûr. Et l'autre thème qui est en train de se redévelopper, j'ai presque envie de dire, celui qui est le plus concret, et celui qui offre le plus de visibilité, c'est les dividendes. Les dividendes, c'est... Ce qui est un des fondamentaux de la bourse, quand même. Et on a un peu été privé du gâteau l'année dernière. Donc aujourd'hui, beaucoup de bureaux d'études et de banques mettent en avant cette thématique des dividendes, qui a toujours été une thématique à laquelle on se raccrochait, soit quand ça montait beaucoup, soit quand ça baissait, on se disait... on aura toujours le dividende, ce qui n'a pas toujours été le cas l'année dernière. Non. Mais pour cette année, les investisseurs jouent sur une amélioration des résultats des entreprises qui, certains l'ont déjà dit, vont pouvoir à nouveau distribuer des dividendes. Et comme le marché obligataire, pour le moment, n'est pas tout à fait un puits dans lequel on peut aller pour trouver des dividendes, les fondamentaux des entreprises, on considère que le pire est derrière nous et que jouer cette thématique dividende avec des cours actuels attrayants, ça offre des rendements qui sont relativement conséquents. On peut des valeurs avec un rendement intéressant, et c'est quoi alors? C'est 5-10%, on avait encore les AXA, on a encore toutes sortes de titres sur lesquels on a facilement entre 5 et 10%. On pourra les évoquer une prochaine fois. Mais en tout cas,
c'est une thématique que nous mettrons en avant en 2021. Thématique forte, le retour des dividendes, effectivement, après différentes suspensions, reports de versements aux actionnaires au cours de l'année 2020. Je voulais qu'on dise un mot de Saint-Gobain aussi, c'est la vedette du jour. Alors, qu'est-ce qui justifie la réaction de marché? Je crois que le titre a pris un moment 10% au début de la séance. Il a été réservé à la hausse. C'est rare pour Saint-Gobain, hein. C'est une valeur assez tranquille, généralement, qui ne fait pas beaucoup d'éclat. Et là, effectivement, on a un mouvement, une réaction de marché très, très vive après une communication du groupe hier soir. Oui, une publication mieux qu'attendue, révision en hausse. Effectivement, Saint-Gobain ne nous habitue pas trop à ça. Comme vous le dites, c'est une valeur tranquille, puisqu'à 43 €, c'est le cours de 1998. Ça fait 23 ans. Et il y a 10 ans, ça valait 45 €. Ouais. Donc, franchement, moi, Alors, on va saluer, mais si je regarde Kepler-Chevreux qui a rehaussé, il était temps, son objectif de 39 à 45, je crois. Ouais, on est à 42-43, là, c'est ça. Et on est à 42-43, ou Odo qui l'a revu de 45 à 51. Après une hausse comme celle d'aujourd'hui, j'ai un peu peur qu'on soit dans la moyenne des cours depuis 23 ans. Alors, est-ce que ça donne envie d'acheter? Peut-être, on va attendre d'y voir un peu plus clair. Moi, ce n'est pas un titre que je privilégie dans mes portefeuilles, que ceux qui en ont attendent, voient si ils continuent de profiter des événements. Le titre était tombé à 16 € le 1er mars aussi. Hein. Donc, il s'est bien rattrapé. Mais je considère que le rattrapage sur un Saint-Gobain qui a fait x3 sur ses plus bas mérite davantage que cette annonce de la société pour avoir envie de rentrer sur le titre quand on n'en a pas. Ouais. Vous dites que c'est le même cours qu'il y a 23 ans, c'est ça, Saint-Gobain? 23 ans. 1er mai 1998, ça valait 43. On est autour de 42-43 € pour le titre Saint-Gobain, avec quand même la meilleure performance du jour sur le marché parisien. Merci beaucoup, Franklin. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart, les marchés européens qui restent plutôt sages à la mi-journée. Le CAC est légèrement positif. Wall Street a terminé en hausse hier, en tout cas le Dow Jones et le S&P 500. Les marchés qui reste donc stoïque après l'épisode tumultueux hier pendant plusieurs heures au Capitole américain. Les choses semblent rentrer dans l'ordre et Donald Trump promet aujourd'hui une transition ordonnée le 20 janvier prochain, après que le Congrès a réussi finalement à certifier quand même l'élection présidentielle dans la nuit et la victoire donc officielle désormais de Joe Biden. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 pour Smart Bourse, l'édition du soir sur Bismart.